Pour mon champ d'expertise, vous l'avez déjà évoqué tout à l'heure, je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. Donc, ici, vous trouvez devant vous, sur l'écran, les 6 dimensions que j'avais identifiées en 2000 sur la base de travaux précédents, sur la base d'études, de cas. C'était le travail de ma recherche de doctorat que j'ai déposé assez tardivement et en fait dans lequel je me suis intéressée à savoir à quelles conditions un établissement pourrait changer ou bien ne pourrait pas changer. Et puis j'ai séparé ça, le polarisant entre caractéristiques favorables et non favorables. C'est une polarisation un peu à l'emporte-pièce, je suis d'accord, avec 2 extrêmes. Et puis il faut imaginer que les établissements se trouveront jamais exactement à chacun des extrêmes, qu'il y a des possibilités tout à fait intermédiaires avec des croisements, ainsi de suite, mais on peut quand même séparer les établissements innovants en fonction de leur progression dans ce parcours, en allant de caractéristiques défavorables à favorables. Alors, je vais rapidement commenter ces 6 dimensions organisation du travail. C'est une thématique sur laquelle nous avons aussi par la suite beaucoup travaillé dans le cadre de LIFE, parce que ça nous intéressait en fait comment on pouvait passer d'une forme scolaire assez rigide qu'on hérite de la globalisation de l'école, en fait, la généralisation de l'éducation au 18e, 19e siècle, où on a pris un modèle plutôt industriel vers les besoins d'un système scolaire aujourd'hui, en fonction quand même des inégalités, en fonction des différences existantes entre les élèves, et puis on se rend compte que l'organisation rigide, classe par classe, groupe d'âge par groupe d'âge, ainsi de suite. Aussi les horaires strictement réservés pour les enseignants selon leur discipline, en fonction des fois selon les besoins des disciplines plutôt que des élèves. Et puis en lien aussi avec ça, la définition des cahiers des charges était souvent assez obsolète et puis qu'il fallait aller vers une organisation plus flexible et négociable. Je dirais que l'ironie du sort veut que ce qui est en train de se passer actuellement avec le Covid-19, écoutez, M. Blanquer, on est en train d'aller dans ce sens-là. En disant plutôt on va prendre des plus petites classes, on ne va pas enseigner à tous les élèves. Je parle de du confinement progressif, mais ça indique quand même les modèles pour le futur, avec ensuite tout de suite les questions de savoir dans quelle mesure est-ce qu'on ne va pas rediscriminer de nouveau les élèves les plus faibles, les élèves les plus forts. Mais disons, l'idée étant quand même, et puis Philippe Mérieux a depuis longtemps plaidé pour cela, d'aller plutôt dans le sens de groupe de besoins, de varier aussi la grandeur des classes, de mettre dans certains moments des élèves allant bien dans un grand groupe de manière à libérer les forces de travail pour pouvoir davantage travailler avec des élèves qui ont besoin davantage d'accompagnement. Et ceci n'est pas possible de l'organisation actuelle de la semaine, des grilles horaires dans les écoles secondaires, je dirais surtout dans les écoles primaires, on voit beaucoup plus d'approches qui tentent d'aller vers cela. Deuxième point, les relations professionnelles. Donc, on tente de aussi là évoluer d'un modèle où l'individualisme fait loi. On est un peu dans le modèle de la boîte à œufs. Vous savez, les 6 œufs bien séparés dans leur boîte où il y a juste les têtes des œufs qui se regardent, ce qui se passe sur les conseils de classe et des choses comme ça, où on échange un peu sur l'avance des élèves, mais en fait, où il y a pas toujours forcément des discussions sur les sujets professionnels, mais des discussions sur la progression des élèves, au lieu de réfléchir aussi ensemble, comment est-ce qu'on peut développer de nouveaux dispositifs d'enseignement-apprentissage. Dans l'autre extrême, plutôt le modèle de davantage de collégialité et d'une coopération véritablement professionnelle, chaque fois aussi organisée en fonction des besoins organisationnels, des échanges qui soient centrés sur les problèmes professionnels et sur les entreprises communes, projets pédagogiques, ainsi de suite. Je reviendrai par la suite.
troisième dimension, culture et identité collective. Donc, avec l'idée qu'on devrait plutôt s'orienter vers une culture où on résout ensemble les problèmes qui se posent sur base d'une évaluation des processus. J'y reviendrai aussi dans le point organisation apprenante, et chaque fois avec une pratique réflexive sur ce qu'on est en train de faire, sur les problèmes que telle ou telle pratique soulève et comment est-ce qu'on peut résoudre ces problèmes ensemble au lieu de réfléchir, d'attendre à ce que les prescriptions pleuvent en haut. Capacité de se projeter dans l'avenir. Donc là aussi, l'idée qu'il serait important que le projet ne soit pas un projet d'établissement, ou bien ce qui est en France actuellement assez important quand même, c'est le contrat par objectif, c'est que ces deux-là ne soient pas uniquement rédigés par la direction, comme c'est souvent le cas, ou bien momentanément discutés puis ensuite disparaissant dans un tiroir quelconque, mais que ce soit véritablement un document de travail auquel l'équipe adhère pendant un certain nombre d'années et qui définit les objectifs et les stratégies d'action pendant 3-4 années, avec ensuite des plans d'action qui concernent les divers sous-groupes d'enseignants ou sous-groupes du personnel d'établissement. Leadership et mode d'exercice du pouvoir, là aussi on essaye de s'éloigner d'un modèle top-down où c'est le chef d'établissement qui retient l'ensemble du pouvoir, fonctionne en solitaire et reproduit en fait le système bureaucratique qui est souvent celui de l'État, mais où on va plutôt vers ce qu'on appelait à l'époque un leadership coopératif et pratique et fondé sur une autorité négociée. J'y reviendrai tout à l'heure. Vous verrez combien là aussi les terminologies ont changé. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus d'un leadership distribué. Puis j'essaierai de souligner les différences. Et en fait, avec la nécessité que les chefs d'établissement continue à jouer un rôle essentiel, mais plutôt dans ce qu'on pourrait appeler la logique de l'empowerment, de aider les uns et les autres de prendre le pouvoir sur leur réalité du travail. Établissement comme organisation apprenante, donc cesser de voir l'établissement comme un simple lieu de travail. Là aussi, je schématise, hein, parce que disons, ce n'est pas le cas dans la majorité des établissements scolaires, mais l'observation montre quand même qu'on est encore loin d'avoir développé des savoirs-action, des savoir-faire, des savoirs d'innovation qui permettent de véritablement développer la qualité et de contribuer à la réussite des élèves, avoir aussi tous les problèmes d'inclusion qui continuent à persister. Donc, tous les problèmes de la production, des inégalités, et aussi les problèmes qui émanent maintenant de l'approche par compétences qui a soumis les enseignants et les directions à des problèmes assez importants parce qu'ils ne savaient pas trop comment mettre en œuvre les nouveaux plans d'études. Avec d'un côté, donc dans une tradition du passé, l'obligation de résultats, voire l'obligation de moyens, qui devrait basculer vers ces fameuses obligations par compétence, où on se rend compte plutôt entre pairs pour ensuite rendre compte aux autorités ou bien aux autres partenaires externes, parents, collectivités territoriales, ainsi de suite. À travers les mesures qui ont été prises par PISA, ou bien l'obligation qui a été faite aux enseignants de faire une évaluation interne, donc l'obligation qui a été faite aux établissements, ça n'a pas toujours fonctionné comme on le souhaitait. Disons, PISA, ça produit pas mal d'effets pervers, comme on le sait. Ça a bien fonctionné dans les pays, dans l'Angleterre, qui était déjà fortement inscrite dans une politique libérale. Ça a créé plutôt, suscité des recherches
comment dirais-je, de fautif, le fameux naming et blaming, hein, disons, on a nommé les établissements qui fonctionnaient bien, pas bien, en leur donnant la faute pour leur fonctionnement, ce qui a produit aussi tout un effet, une série de tentatives de justification. C'est dû au contexte socio-économique, ainsi de suite, au lieu de plutôt essayer de trouver des solutions internes. Et puis, on voit très bien, j'y reviendrai tout à l'heure, que ça n'a pas produit les effets voulus parce que ça n'a pas mené vers une appropriation par les gens du terrain de la problématique de l'évaluation, mais à des clivages, puis avec des tentatives, par exemple, d'anticiper ce qui serait fait en termes d'évaluation et au lieu de centrer le processus sur l'enseignement-apprentissage. Avec donc, en lien avec cela, une certaine dégradation de la profession des métiers de l'éducation, c'est-à-dire le locus of control a été déplacé vers les experts, vers la recherche et aussi vers les décideurs, au lieu de rester du côté des enseignants, ou bien, disons plutôt, au lieu d'être négocié, partagé entre les différents groupes d'acteurs, ce qui a mené vers toutes les tensions qu'on a connues dans le passé, les uns et les autres, s'accusant mutuellement, décideurs et syndicats, enfin, ou bien même au sein des établissements scolaires, accusations entre les enseignants qui trouvent, les professeurs qui trouvent qu'on est trop obéissant par rapport à la hiérarchie, inspecteurs, autres cadres, envers ceux qui aimeraient trouver des solutions ensemble avec le cadre. Ensuite aussi, justement, tout un ensemble, il y a eu un effet pervers sur la mise sous contrôle des métiers de l'éducation. Il y a eu plus sous contrôle encore, alors qu'en fait, le monitorage débuté par PISA devait s'orienter vers ce que la Finlande a fait. Définition de 6 ou 8 domaines de compétences, et puis ensuite la liberté laissée aux établissements à définir à l'intérieur de ces domaines de compétences leur mode d'enseignement-apprentissage, et puis ensuite de nouveau de développer des compétences d'évaluation pour permettre de mettre en évidence la progression des élèves. Disons, et toutes ces tensions ont créé énormément de résistance de la part des enseignants, aussi des souffrances, beaucoup de burn-out, et aussi, je dirais, de drop-out, parce que les enseignants se sont désintéressés de ces besoins de développement constant, souvent tentés de gérer leur précarité, de travailler pour soi. Dans un des projets que je vais évoquer tout à l'heure, nous avons mené tout un ensemble d'entretien avec les enseignants dans les établissements que nous suivons, et nous avons rencontré des enseignants qui sont tout à fait, à mon avis, des professionnels, des enseignants de haut niveau, mais qui ne sont plus prêts de travailler avec les autres, qui sont très amers, parce que en fait, au gré des différentes réformes qui ont été introduites, ils ont l'impression qu'on a à chaque fois jeté les acquis au lieu de construire sur ces acquis. Est-ce vrai ou pas, c'est autre chose, mais c'est les représentations sociales qui véhiculent et puis qui ont à moyen long terme un effet sur la mentalité, sur la représentation du métier et sur la question de savoir quelle marge de manœuvre sont les nôtres qui sommes censés être en fait des professionnels. Puis enfin, stagnation de la recherche et difficulté de constituer la knowledge page attendue. En fait, on a eu de la peine pendant longtemps à véritablement mettre en évidence les décalages existants entre le travail prescrit d'en haut et le travail réel, et d'aller chercher dans le travail réel les amorces pour une pratique à partir de laquelle on aurait pu apprendre ensemble. Il y a certes des réseaux où les gens échangent, mais tout cela n'a pas été assez utilisé, mis en mots pour créer en fait un langage commun, je dirais du changement, un langage avec des terminologies derrière lesquelles les gens rassemblent les mêmes représentations. Les praticiens, souvent reprochant aux chercheurs d'utiliser un jargon incompréhensible, et bien en fait les deux unités, les deux planètes
ne réussissant pas à se rapprocher. C'était l'objet de travaux que j'avais menés pendant 5 années avec Mike Lieberman, qui était professeur à l'Université de Genève, puis qu'on avait résumé dans un livre qu'on avait appelé « La recherche à la pratique ». Nous avions déjà montré en 91, en fait, combien était difficile le dialogue entre ces deux entités. Et en lien avec ça, peut-être, je pense que c'est important de souligner 2 ou 3 choses. Nous avons eu l'occasion de déjà évoquer ça avec Jean Duchesne lors de notre échange la semaine passée. Donc, ce qui est important de savoir et ce qui est établi par la recherche, c'est que les connaissances des enseignants ne sont pas des savoirs théoriques, mais que elles relèvent d'une épistémologie de la pratique qui leur appartient plutôt que de la connaissance théorique et qui manque quelque part un entre deux pour formuler ça sous forme de concepts partagés. Deuxièmement, en fait, les connaissances que les enseignants construisent, et puis à partir de cela, je dirais aussi les pratiques qui se généralisent, sont largement déterminées par le contexte des interactions humaines, avant tout avec les élèves, mais aussi entre collègues. Donc, cette reconnaissance sociale-là, qu'en fait, qu'il y a une connaissance qui se construit à travers ces interactions-là, semble être au cœur de la problématique de l'évaluation des pratiques. Tardif et Lessard ont mis ça aussi en évidence dans leurs travaux sur le métier enseignant. Et troisièmement, pour les enseignants, leurs connaissances sont fortement ancrées dans leur expérience de vie au travail quotidien et dans aussi le contexte socio-éducatif et institutionnel actuel dans lequel ils œuvrent. Un enseignant qui travaille dans un REP aura des représentations fort différentes d'un enseignant qui travaille dans un milieu favorisé. Ce n'est pas une question de qualité, c'est pas une question de quantité, c'est tout simplement une connaissance qui est différemment construite à travers les interactions avec les élèves et aussi à travers les modalités de collaboration, aussi peut-être dans les REP, à travers la possibilité des espaces-temps qui sont plus flexibles que dans les établissements ordinaires et qui donnent aux enseignants plus d'occasion d'échanger. Et dans la plupart des cas de figure, les savoirs externes qui viennent d'extérieur sont réinterprétés en fonction des contraintes spécifiques du travail de chacun. Donc, on est un peu dans une espèce de jeu de la poste. Les éléments, les connaissances de la théorie parviennent aux établissements, aux enseignants, elles sont ensuite perlaborées, retravaillées en classe, et puis ce qui en ressort, c'est distordu, déformé, pas forcément dans le sens négatif, mais disons, ça crée quand même en même temps des problèmes énormes de communication entre les différents acteurs, que ce soit les enseignants et les enseignantes, que ce soit aussi les enseignants et leurs supérieurs, ou bien les enseignants, la profession, ou bien la pratique et la recherche. C'est là que j'en viens à cette articulation qui me paraît nécessaire entre évaluation, développement, professionnalisation. Il me semblerait qu'il serait important, en fait, que on se centre encore, ou à nouveau, parce qu'on a beaucoup discuté de ça dans les années 1990, que les établissements soient appelés à se transformer en de véritables organisations apprenantes, c'est-à-dire que les personnels qui travaillent deviennent vraiment à même d'identifier les problèmes de fonctionnement interne qui sont propres à chaque établissement en fonction de son contexte, en fonction aussi de son histoire, de sa culture, de son identité, de ses rapports avec les acteurs externes. Et il faut qu'ils deviennent capables d'analyser les causes de ces problèmes pour ensuite pouvoir identifier les régulations qui s'imposent, qui ne seront pas les mêmes d'un établissement à l'autre, des régulations qui certes devront suivre quelque part les impulsions du gouvernement, mais les impulsions du gouvernement qui doivent chaque fois être adaptées aussi aux priorités de l'établissement. Et puis ensuite, ils devront faire les modifications des processus de travail qui sont indispensables. Je reviens de nouveau à l'histoire du Covid. Disons, la recherche montrera, et puis aussi peut-être des recueils d'expériences auprès des établissements et auprès des enseignants,
comment et de quelle manière l'enseignement à distance aura été mis en œuvre. Première vision, les premières nouvelles comme ça qui circulent, c'est que en fait il y a des différences très très fortes entre les établissements, mais aussi entre les enseignants, de la manière de mettre en place. À l'époque, c'était uniquement la révision, mais aussi peut-être l'apport de nouvelles connaissances, mais leur manière de s'adresser aux élèves, leur manière de contrôler le travail des élèves, et leur manière surtout aussi d'inciter les élèves à se mettre au travail et à donner du sens à cette nouvelle forme de travail. Disons, là, ce sera intéressant de voir les effets, mis à part toutes les problématiques que ça a pu poser dans les familles. Tout ceci avec quelques principes de base, je dirais. Mais là aussi, c'est pas grand-chose de nouveau. C'est que le développement scolaire et l'enseignement-apprentissage sont des processus co-créatifs, coopératifs et cycliques. Donc, je mets là sur le même plan enseignement-apprentissage en classe avec les élèves et aussi le développement scolaire. Ils ont d'abord ce qui se passe en classe et puis ensuite comment est-ce que au sein de l'établissement scolaire on arrive à développer des pratiques communes et comment ces pratiques peuvent ensuite pénétrer autour de l'établissement à travers les différents moyens qu'on connaît, peut-être aussi à travers la coopération entre les établissements scolaires, ce qu'on a essayé dans les différents réseaux qui sont mis en place, notamment maintenant aussi avec des nouvelles technologies. Ces processus-là se déroulent, et puis ça on le sait, grâce à l'engagement et à la mobilisation de connaissances des acteurs concernés. Et on sait actuellement que cet engagement, il aura lieu en fonction du niveau de concernement des acteurs. Il y a Céline Barret, qui est une chercheuse à Montréal, dans une des universités de Montréal, qui a montré qu'il y avait différents stades dans le concernement lorsqu'il y a une nouveauté qui arrive sur le terrain. En fait, ça, on ne se sent pas concerné. Si on reprend l'histoire de l'approche par compétence, on n'est pas concerné, ça va passer. Ça, c'est une lubie de certains politiciens. Après, il y a quand même un début de concernement. Tiens, il faudra peut-être qu'on s'en occupe, avec aussi des résistances qui sont souvent liées à ça. Troisième stade, un peu un désarroi. Comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on peut faire? Première tentative. Et pareil montre en fait que la coopération ne commence qu'après cela. Une fois que les enseignants ont fait les premières tentatives et puis qu'ils auront quelque chose à mettre sur la table lorsqu'ils pourront discuter avec les enseignants, donc ça, avec les collègues, donc ça ne vaut pas la peine de directement les jeter là-dedans, mais qu'il faut chaque fois prendre compte de leurs propres expériences dans ce domaine, de créer des échanges, puis ensuite de construire à partir de ces premiers concepts nouveaux construits à partir des pratiques des uns et des autres. Donc, autre chose qu'on sait depuis longtemps, mais qui mérite chaque fois d'être rappelée, c'est que les directions ne peuvent pas, elles seules, engendrer et ensuite assurer ce type de processus de développement, que leur aboutissement dépend de la mise en synergie de toutes les forces vives et puis aussi l'émergence d'une véritable coopération professionnelle. Puis autour de cette coopération professionnelle, c'est souvent là que le bas blesse. André Sechen, qui sont des chercheurs qui ont beaucoup travaillé aux États-Unis sur les processus de développement organisationnel, disait que c'était fascinant de voir comment des gens qui avaient un QI individuel de 100, voire plus, ce qui est quand même en général le cas des gens de l'école, enfin de vous, de moi, sinon on n'aurait pas pu persister dans ce métier. Mais il dit que c'est étonnant combien ces gens qui ont chacun un QI individuel au-dessus de la moyenne produisent un QI pas plus élevé que 60 collectifs dès qu'ils sont amenés à travailler ensemble.
Donc, le QI collectif, c'est pas la somme de 100 et quelques-uns, mais ça baisse énormément parce que, en fait, dès lors qu'on commence à travailler ensemble, se produit toute une cacophonie, difficulté de dialoguer, une difficulté à tenir compte du temps à disponibilité des uns et des autres. Et puis lorsque ce temps existe, c'est de se mettre directement au travail, en fait, tous les problèmes que nous connaissons ensemble. Et puis, à mon avis, c'est pas des problématiques qui peuvent être résolues vers quelques petits exercices, je dirais, de boy scout, hein, tenir les mains, se regarder au fond des yeux, puis se dire combien on s'apprécie les uns et les autres, mais c'est un processus extrêmement lent de compétences collaboratives qui prennent du temps, qui nécessitent aussi un certain leadership, une mise en ordre, une organisation, une planification, et c'est là aussi que c'est nécessaire au sein de l'établissement scolaire qu'on développe de nouvelles compétences. Et puis en fait, dernier point extrêmement important pour moi et puis qui commence à émerger à travers toute la recherche de ces 5-6 dernières années, ça pointait déjà avant, mais il manquait quelque part les termes. Hein. Ce qui est important, c'est que les acteurs puissent fonder leurs décisions sur des données objectives, sur la preuve de ce qui marche, de ce qui marche pas. C'est ce que les anglo-saxons appellent evidence-based decisions, donc des décisions basées sur l'évidence et chaque fois basées sur la récolte de données, sur l'analyse des données pour voir qu'est-ce qui marche dans quel contexte et à quelles conditions. Et puis, on n'a pas l'impression qu'on ait encore trouvé la solution entre un travail, je dirais, de fourmi et avec le danger de créer ce que les Allemands appellent les cimetières de données, donc d'envoyer X questionnaires, ensuite avoir un tas de choses à dépouiller, puis ensuite, une fois qu'on est arrivé au bout du dépouillement, on est tellement épuisé qu'on n'arrive même plus à continuer à travailler, les groupes de travail se défont, et en fait, des décisions où on ne fait aucune enquête, où on n'a aucune donnée à disposition, quels sont en fait les modes de récolte de données. Donc là, il y a actuellement tout un champ de recherche-action qui s'ouvre et que je trouve extrêmement passionnant, mais on n'a encore pas tout à fait les résultats. Donc ça veut dire un développement scolaire qui soit fondé sur la preuve, avec la question quelle preuve, quelles données, mais aussi une acculturation qui est indispensable face à l'utilisation des données qui viennent des évaluations externes et internes. Qu'est-ce qu'on fait avec les données qui viennent, par exemple, de l'académie ou qui viennent de l'éducation nationale? Et comment est-ce qu'on les compare avec nos propres données internes? Et puis, à quoi est-ce que ces données, en quoi est-ce que cette preuve-là peut-elle, doit-elle servir pour nos prises de décision et pour notre organisation du travail dans le futur. Autre point aussi, il me semble, c'est un déplacement du uniquement rendre compte à autrui ou bien obliger les élèves à se faire évaluer vers plutôt la nécessité de se rendre compte. Ça vaut pour les élèves, l'auto-évaluation, la prise de conscience et les processus métacognitifs qui vont de pair avec cela. Ça vaut aussi pour les enseignants. Et comment est-ce qu'on peut se rendre compte pour rendre compte? Se rendre compte mutuellement, mais aussi nous rendre compte de notre fonctionnement, de notre dysfonctionnement, pour ensuite rendre compte de cela à nos partenaires et en lien avec cela, leur dire pour comment est-ce qu'on définit les prochaines phases d'action. Et puis, en fait, et ça c'est le dernier point qui me paraît extrêmement important, c'est la question de savoir comment mettre l'évaluation au service du développement du capital professionnel, social et décisionnel. Je veux dire, le capital professionnel, comment à travers l'évaluation parvenir à élargir les compétences professionnelles des uns et des autres. Ça veut dire quel plan de formation, comment est-ce qu'on lie programmation du travail avec les besoins de formation des uns et des autres, mais aussi avec la reconnaissance
peut-être des compétences acquises par les uns et les autres, et comment est-ce qu'ensuite ces compétences, on les réinjecte au sein de l'établissement scolaire. Exemple, un enseignant au secondaire, les profs de maths ne sont pas tous égaux en termes de capacité de donner un cours ex cathedra, en termes de capacité de suivre des élèves plus faibles, ou bien en termes de capacité de développer des situations de problème. Et puis là, en fait, il y a tout un domaine de partage possible, mais qui entraîne des nécessités organisationnelles. Par exemple, on peut imaginer, de nouveau, coup d'œil sur ce qui vient de se passer, des profs qui sont plus à l'aise que d'autres avec l'histoire des technologies, avec un enseignement vidéo, alors que d'autres, même à travers la technologie, sont plus à même de suivre les besoins des élèves individuels. Donc tout ça, c'est à réfléchir, aussi développement des capitales sociales, c'est-à-dire au sein de l'établissement scolaire. Comment est-ce qu'on peut échanger les compétences et décisionnelles, quelles décisions on prend à quel moment. Et tous ces éléments, en fait, feraient partie d'une nouvelle orientation de la professionnalisation qui ne serait plus laissée uniquement aux gouvernants, mais qui serait reprise en main par les gens de la profession eux-mêmes. Tout ça, en fait, pourrait le théoriser sous la forme de ce schéma-là, où on peut dire il y a en fait deux axes. L'axe horizontal qui va du rendre compte, donc l'obligation de rendre compte envers les autorités d'État et le grand public, et se rendre compte les uns aux autres avec une obligation de professionnel interne. Et dans l'axe vertical, il y a le développement et l'évolution de la prospective, et la prospective, c'est-à-dire tout ce champ, on va tâtonner, on va expérimenter, et puis il y a en même temps un besoin énorme de maintien de la qualité, mais aussi de maintien de certaines routines, d'un certain cadre. Et puis là, on est dans la rétrospective. Qu'est-ce qui a fonctionné dans le passé? Qu'est-ce qui pourrait fonctionner dans le futur? Alors, si on croise ces deux choses-là, et puis on trouve chaque fois des différents domaines aussi, en bas à gauche, il y a toute cette histoire de la responsabilité sociale, responsabilisation sociale qu'on a vue pendant longtemps. Donc, on demandait aux gens d'améliorer la qualité de leur enseignement. C'était les grandes périodes de recyclage à grande envergure, ainsi de suite. Il y avait aussi, c'est là qu'il y a la définition des nouveaux plans d'études et tout ça. En haut, il y a quand même l'histoire du contrôle de la qualité qu'on a connue depuis les années 1990, 2000, avec PISA, TIMSS, ainsi de suite, dialogue et confiance. Donc, on peut voir ça plus en détail. Donc, dans la partie responsabilité locale, il y avait le développement de la qualité par management et optimisation. Enfin, il y a ces termes un peu horribles comme Total Quality Management, EFQM, Q2E, je ne sais pas comment c'est chez vous en France, chez nous en Suisse. C'est donc aussi les certifications dont vous avez sûrement entendu parler. Ça crée tout un ensemble de boîtes. Il y a eu donc l'idée était chaque fois d'aller dans le sens de l'amélioration de la qualité sans forcément aller dans le sens de l'innovation. Ensuite, il y a eu cette période de contrôle très forte qui a mené vers cette forme de déprofessionnalisation que j'ai évoquée, donc l'orientation selon les outcomes. Je disais tout à l'heure, par exemple, qui ont été assez bien vécus dans les pays comme l'Angleterre, qui ont très très vite fonctionné selon le principe du New Public Management, qu'ils ont moins bien vécu dans les pays comme la France ou le sud de l'Europe, où on insiste beaucoup plus sur la capacité d'action de l'individu. Mais bon, il ne faut pas non plus complètement ignorer ces besoins-là. Par contre, ce qui est intéressant, c'est quand on bascule vers l'autre axe, et puis c'est plutôt un mouvement qui est en cours depuis les années 2000, où on met en valeur le dialogue, c'est-à-dire il y a toute la discussion sur l'analyse, sur la pratique réflexive, disons, qui a été très fort, sur la psychologie
en fait, les analyses liées aux travaux sur la psychologie du travail, l'ergonomie, ainsi de suite. Donc, on recherche la qualité grâce à l'analyse des processus et des facteurs contextuels. Et en lien avec cela, probablement, une vision d'avenir qui a peut-être déjà commencé, mais qui serait à chercher, la qualité par la réelle transformation des rapports de travail, des identités professionnelles, une fois de plus, grâce à une pratique qui serait fondée sur la preuve et l'élargissement du capital professionnel, ce que je viens d'évoquer tout à l'heure dans la deuxième partie de mon exposé. Quand on regarde tout cela, on peut se dire, mais est-ce que c'est faisable? Puis c'est là que j'aimerais rapidement évoquer la recherche-action qui est en cours actuellement dans l'Académie de Lyon. En fait, la demande de l'Académie, c'était de développer une expérimentation centrée sur les processus, centrée sur l'auto-évaluation des processus dans les établissements scolaires, qui sera ultérieurement mise aussi en lien avec la demande du ministère de pratiquer une évaluation externe et que les deux soient couplés. Et cette recherche-action, nous l'avons commencé en octobre, septembre-octobre 2019 avec 9 établissements scolaires. Un est sorti pour d'autres raisons, donc dans 3 départements de l'Académie de Lyon, collabore du côté de la recherche LIFE à Genève et puis un laboratoire de l'Université de Lyon 2, un laboratoire qui était jusque maintenant dirigé par Françoise Lanto, qui travaille sur les pratiques, la souffrance des enseignants. Et puis, un projet de recherche-action qui va durer jusqu'en maintenant décembre 2020. On a dû décaler tout ça de 3 mois. 2021, on a dû décaler tout ça à cause du Covid. Mais disons, la première année, on demande aux établissements qui sont en renouvellement de leur contrat par objectif de développer le contrat par objectif en collaboration étroite avec l'ensemble des acteurs de l'établissement, mais en créant une instance intermédiaire, ce qu'on a appelé un groupe de pilotage, donc une direction élargie, donc un groupe de 6 personnes qui élaborent ce nouveau contrat par objectif et les outils d'évaluation. Et puis pendant la deuxième année, on va accompagner en tant que chercheur ces établissements pour voir quels sont les modes d'évaluation adéquats pour la première année de mise en œuvre. Chaque fois, pendant chaque trimestre, il y a une formation pour les équipes de pilotage. On prend toujours 3 collèges ensemble pendant une journée entière. Puis ensuite, les chercheurs vont dans chacun des collèges, participent aux séances des groupes de pilotage. Il y a un directeur d'un autre établissement qui vient faire de l'intervision, de l'observation et on développe toute une culture du feedback. Et les chercheurs aussi ensuite donnent suite à ces séances de feedback, mais pendant les journées, font aussi des interviews avec des enseignants qui ne participent pas au groupe de pilotage pour voir en fait comment la prise de conscience augmente au gré du temps et puis comment on arrive à mettre en place des processus de décision qui progressivement impliquent l'ensemble de la communauté scolaire, y compris aussi les collectivités territoriales. Donc nous devrions être fin mars, mais maintenant ça a été décalé pour fin mai, et puis le 3e trimestre aura lieu en automne, et on espère jusque-là avoir pas mal avancé. Ce qui est intéressant dans ce contexte-là, c'est la collaboration entre les établissements et les inspecteurs et puis les chercheurs qui s'est mise en place. Les chercheurs ont été accueillis d'une façon extrêmement positive par les personnels des établissements scolaires. Et puis, visiblement, les outils mis à disposition ont été accueillis très favorablement, puis les gens sont entrés dans ce dispositif, des fois avec des problèmes organisationnels,
un des problèmes majeurs, c'est comment libérer du temps pour avoir du temps de concertation, mais dans l'ensemble, ça fonctionne assez bien. Donc, résultat, on va faire un premier rapport en été. Mais disons, l'idée, le mot-clé, c'est chaque fois autre organisation, autre coopération, autre forme de leadership, autre culture du projet, voire du contrat par objectif, et comment apprendre dans tout cela. Si je prends les 6 dimensions de 2000, et si je les compare maintenant avec ce que je dirais aujourd'hui, si je devais rééditer le livre, moi je dirais que dans l'ensemble, les dimensions restent les mêmes. J'ai amené quelques petites corrections en fonction de ce que j'ai aussi raconté tout à l'heure, mais je dirais qu'il y a surtout une 7e dimension à ajouter, qui est celle du vécu, des émotions et de la santé au travail, avec en fait la nécessité d'admettre qu'il existe des émotions dans tout processus de transformation et de changement qu'il faut discuter, qu'il faut analyser, dont il faut tenir compte, pas dans le sens ensuite de tomber dans les pleurnicheries collectives, mais plutôt chaque fois de trouver des solutions aux problèmes qui sont posés. Puis peut-être pour juste rappeler les principes de l'organisation apprenante que nous avions évoqué avec Philippe Ernoult en 1991, déjà, en disant que l'école apprend si elle s'en donne le droit, s'en doit croire capable et s'organise dans ce sens. Nous avions là aussi développé 6 dimensions qui recoupent largement celle que je viens d'évoquer, la valeur de la diversité, donc admettre que chaque établissement est différent l'un de l'autre, le droit à l'erreur, qui devrait être celui de l'élève apprenant, mais qui est aussi celui de l'enseignant apprenant. Une épistémologie qui devrait être réaliste et critique, donc admettre ces limites de la connaissance, tant de l'élève que de l'apprentissage, mais aussi des processus transformationnels. Une certaine objectivation, on est dans cette histoire de la production de la preuve, et puis une ouverture vers l'extérieur, regarder au-delà des murs, apprendre de ce qui se passe à l'extérieur. Bon, là, je pense au texte qui vient d'être publié de Philippe Mérieux qui craint que les bouleversements du Covid et du confinement ne produisent pas véritablement des changements, toujours avec un souci que j'aimerais résumer sous ce qu'on appelle généralement le phénomène du poulailler. Donc le poulailler que vous connaissez, peut-être plus, parce qu'on vit aux villes, mais disons, on tape contre les parois du poulailler. C'est ce qui vient de se passer avec le bouleversement de l'épidémie que nous venons de vivre. Les poules vont dans tous les sens. Et lorsqu'on cesse de frapper contre les parois, qu'est-ce qui se passe? Les poules retournent tous à leur perche d'origine, toutes à leur perche d'origine. Donc ça, ce serait un des dangers les plus grands. Et puis c'est souvent le cas de réforme ou de processus de changement qu'on vise. C'est pas si facile que ça de donner conseil. Disons, en lien avec ce que je viens de dire, c'est de ne pas vouloir entamer un processus de changement tout seul, qu'il faut absolument engager la totalité de l'établissement dans ce genre de processus, mais qu'en même temps, il n'est pas possible de travailler avec plus de 6, 8 personnes à la fois. Parce que, disons, on connaît très bien ces fameuses conférences avec les enseignants. Il y en a 60, 80 dans les plus grands établissements scolaires. C'est souvent une espèce de corvée pour beaucoup de gens, y compris pour les chefs d'établissement, en disant ça va tout juste pour communiquer les informations. Donc, il faut d'autres modalités de travail. Dans le projet que je viens d'évoquer, on a créé, et puis dans les autres projets que j'ai aussi accompagnés, on a à chaque fois créé ces groupes tâches pour créer un groupe intermédiaire, donc pour que le chef d'établissement ne soit pas tout seul, qu'il y ait des gens qui travaillent avec lui et qui portent aussi toute la tâche. Ça, c'est la première chose. La deuxième, je dirais, c'est de se créer quand même aussi à l'intérieur de cela comment dirais-je, une discipline du travail dans une recherche que nous avons terminée
2015, nous avons suivi pendant 2 années 60 chefs d'établissement et dont nous avons suivi Barnes pendant une semaine entière sur le terrain. Nous avons en fait pu voir combien le travail des chefs d'établissement est morcelé et émietté. Ils sautent d'un dossier à l'autre. Ils doivent tantôt répondre aux exigences de leur hiérarchie. Ensuite, ils doivent aller dans les classes. Ils doivent être à la porte de l'établissement. Ils doivent voir les parents, ainsi de suite. Et en fait, il leur reste très, très peu d'occasions pour analyser les fonctionnements ou certains dysfonctionnements dans l'établissement scolaire parce qu'ils ont trop la tête dans la réalité quotidienne. Donc, c'est uniquement possible à travers une forme de distance à prendre. Et en Suisse romande, donc, j'ai eu la chance de monter et puis ensuite de mettre en œuvre pendant les premières années la formation des chefs d'établissement avec d'autres collègues d'autres universités. Et par exemple, là, je travaille maintenant dans un établissement à Genève depuis 3 années, dont le chef d'établissement a suivi la formation jusqu'au diplôme of Advanced Studies, donc pendant 3 années. Et il me disait, les premiers temps qu'on travaillait ensemble dans son établissement, qu'énormément de choses qu'il avait appris dans la formation, il les avait appris sur le plan conceptuel. Mais il n'avait pas réussi à faire le lien avec la réalité dans l'établissement. Par exemple, il prenait le terme du leadership distribué. Disons, il avait tout à fait adhéré pendant la formation, mais il ne savait pas comment mettre en place un leadership distribué dans l'établissement scolaire qui réussissait à progressivement impliquer toujours plus d'enseignants. Il a dit en fait qu'il fallait presque cet accompagnement et cette évaluation constante pour comprendre de quoi il s'agissait. Enfin, je ne sais pas si j'arrive à exprimer. Disons, moi, je pense que la plupart des chefs d'établissement en France, comme ailleurs, ils ne sont pas fortuitement dans leur fonction. Ils ont une formation, ils ont de l'expérience en tant qu'enseignants, ils ont fait des concours, donc ils sont assez au top. Mais ensuite, quand ils sont confrontés à la réalité d'un établissement, il faut encore que ça matche, que ça joue avec leur personnalité. Et puis, ça dépend aussi du passé de l'établissement et de leur propre passé. Donc, il faut une espèce de heureuse rencontre d'un contexte. Et puis, peut-être qu'il me vient à l'esprit, ça vaut aussi pour les chefs d'établissement, il y a une espèce de triangle avec lequel je travaille beaucoup, avec 3 termes. C'est de devoir, pouvoir et vouloir. Puis on dit qu'il y a au moins 2 des choses qui doivent être présentes. On doit changer quelque chose, puis on veut changer quelque chose. Ou bien on doit, puis on veut. Ou bien on veut, puis on peut. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui. C'est un peu cette évaluation constante qu'un chef d'établissement doit faire quand il est sur le terrain, quand il voudrait changer quelque chose. Et puis donc là aussi, une fois de plus, voir comment il peut cumuler des preuves, des données pour dire c'est à partir de cela qu'on peut faire certains pas en avance et se préprogrammer des réussites collectives. C'est uniquement à condition de pouvoir vivre des réussites collectives que les gens vont s'impliquer. Il y a le directeur qui est autoritaire et puis qui, bon, ça va produire un établissement assez, ça va produire beaucoup d'individualisme, ça va produire aussi un peu de potentiel de changement. Il y a le directeur libéral que vous venez d'évoquer, qui en fait répond aux besoins de chacun. Ça va créer un établissement un peu de forme mosaïque, mais qui n'aura pas une forte compétence de changement et d'innovation. Parce qu'en fait, ça fait un peu une cacophonie. Chacun tire chez soi, chacun demande des décharges pour pouvoir faire quelque chose. Et puis, les enseignants n'ont pas forcément d'emblée une culture où ils vont apprendre des uns des autres. En fait, on est rarement prophète dans son pays. Hein. Puis c'est justement ces enseignants-là qui demanderont ensuite que le directeur tape avec le poing sur la table pour dire maintenant on va dans cette direction-là, pour ensuite aussitôt se plaindre sur son comportement autoritaire.
connaissez ça. Ça fait partie des ambivalences des enseignants qui font partie de toutes les professions dans le monde. Ça se répercuter avec des ados dans les familles aussi. Hein. Ensuite, il y a la grande famille. Dans les 8 établissements qu'on suit là actuellement, on a un peu cette typologie-là, c'est-à-dire l'établissement il fait beau vivre, où il y a des collaborations ponctuelles entre les uns et les autres. Il y a aussi des luttes intestinales terribles, comme dans toutes les familles, pensez à la bûche. Hein. Et puis, en fait, qui vont tenir fortement ensemble lorsqu'il y a une attaque vers l'extérieur, mais où des luttes intestinales sont très très fortes. Hein. Et puis là aussi, peu de potentiel de changement. Puis c'est seulement au stade 4-5, coopération contrainte, ce qui correspond un peu à ce que vous venez de dire, puis c'est là donc qu'on est dans cette recherche-action. On force les gens déjà au sein des groupes de pilotage de travailler ensemble, puis on les force à travailler parce qu'il faut déposer le contrat par objectif, puis on fixe le projet pour 4 ans, puis on essaye de faire une organisation du travail pour que progressivement un maximum d'enseignants s'impliquent, mais on est dans une coopération professionnelle, dans une coopération contrainte, où le directeur joue encore beaucoup le chef d'orchestre. Beaucoup d'enseignants dans les entretiens que nous avons menés dans les 8 collèges, nous ont dit, mais moi j'ai essayé de travailler avec les autres, mais finalement j'aime mieux travailler avec un collègue avec lequel je m'entends bien que de temps perdu, que d'énergie perdue, puis elle vit en dehors de l'école, et puis finalement mes élèves apprennent bien, même avec des méthodes souvent assez classiques, ou bien ils font des projets. Puis ce qui m'a fasciné dans ces écoles, par exemple, on fait beaucoup de projets éducatifs, mais il n'y a aucune capitalisation de l'expérience, aucune réinjection de ce qui a existé. On réinvente constamment de nouvelles choses, on ne les évalue pas, puis on zappe vers un autre projet. Quand on mène un projet pédagogique, 3 mois, 4 mois ou 1 mois, souvent, à la fin du projet, les gens sont d'un côté très heureux, puis aussi assez épuisés. On n'a pas forcément quelque part récolté des données qui permettent de dire comment ça a fonctionné tout au long, qu'est-ce que ça a demandé comme un effort, quelles sont les choses qu'on peut reproduire, quelles sont les choses qu'il faut modifier, et surtout qu'est-ce qu'ils ont appris les élèves. Puis à partir de cela, si c'était à refaire, comment est-ce qu'on le ferait mieux? Et puis, en fait, l'année d'après, je fais pratiquement le même projet, mais en tirant les enseignements du projet précédent. Puis, dans mon expérience, ce n'est pas suffisamment fait. On commence chaque fois à zéro. Puis, en fait, il y a tout un ensemble de données qui se perdent. Et puis, il faudrait trouver au sein des établissements. Moi, j'ai assisté à des séances, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais où chacun raconte son projet. Tout le monde est tout content, puis après on se quitte, au revoir, bye bye, et puis en fait, ce n'est jamais réinjecté dans la planification de l'année prochaine. Donc il n'y a pas de capitalisation, ni des savoirs, ni des moyens, et donc il n'y a pas non plus d'apprentissage collectif. Vous voyez? C'est le rôle du chef d'établissement, à la limite là, de faire une forme de forcing, ou avec son groupe de pilotage s'il existe, de dire on ne va pas se contenter de ça. Enfin, on va se créer un sas de savoirs locaux, et puis ensuite on peut aussi comparer parler avec d'autres établissements. Par exemple, dans le projet qu'on est en train de mener, on prévoit une grande journée en janvier 2021 pour échanger entre les 8 collèges pour se présenter leurs apprentissages qu'ils ont fait. J'espère qu'on aura assez de matériel pour chaque fois avec des évaluations réalisées pour voir comment ça fonctionnait. On est déjà en train de, chaque fois qu'on a des journées, on leur demande de produire un bout d'écrit, aussi à partir des observations mutuelles. Ils sont pas habitués à ça, ils n'aiment pas beaucoup écrire. Puis on essaye de maintenir ça dans les limites, mais disons, ça produit tout un matériel qu'on peut mettre en ordre avec eux. C'est un processus d'apprentissage, de savoir faire ça, sans tomber dans les excès. Comme je viens de dire, constamment des questionnaires, les gens dans les écoles, ils en ont marre de recevoir des enquêtes, des questionnaires avec 5 pages sur le climat scolaire, ainsi de suite. Il faudrait travailler presque beaucoup plus en filigrane, puis à partir des choses que les gens sont en train de faire.